Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans un 101% totalement sans cascade. D'ailleurs, merci pour tout le courrier de soutien que j'ai reçu. Ça va beaucoup mieux, hein. La preuve avec le sommaire, la critique de Pure, Oscillation, le Hidden Palace et tout de suite les news. En fin de semaine dernière, Nintendo a tenu une conférence pré-TGS, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler vendredi avec l'annonce de la nouvelle DS. Mais la firme japonaise en a également profité pour annoncer le développement de plusieurs jeux non casual pour une fois. Parmi l'avalanche de titres annoncés, deux d'entre eux ont particulièrement retenu notre attention. On commence avec Punch-Out sur Wii. D'après les premières informations, le jeu serait en fait un remake de la version NES, comme en témoigne la présence sur cette vidéo de Little Mac, Glass Joe, Funkaiser et King Hippo. On espère pouvoir essayer très vite ce Punch-Out afin de voir comment seront utilisés Nunchuk et Wiimote. Autre jeu très attendu, Sin and Punishment 2, toujours développé par l'excellent studio Treasure. Rappelons que le premier volet avait séduit de très nombreux possesseurs de Nintendo 64, qui le considèrent comme l'un des meilleurs jeux de la console. Pour le moment, on sait tout juste que le second épisode reprendra à peu de choses près le principe de son aîné. Il s'agira donc d'un jeu de shoot sur rail, dans lequel on devrait cette fois-ci diriger le viseur grâce à la Wiimote. Demain, nous reviendrons cette fois-ci plus en détail sur les annonces concernant les jeux DS prévus pour 2009. On vous en parlait récemment dans les news sur le festival du jeu vidéo, Metal Slug 7 arrivera d'ici la fin de l'année chez nous. L'occasion pour SNK Playmore de dévoiler de nouvelles images du jeu, à quelques semaines de sa sortie. On rappelle que l'on aura à sa disposition 6 personnages et que l'on pourra parcourir 7 niveaux différents. Un mode Combat School sera également inclus dans le jeu et permettra de prendre part à 80 missions additionnelles. Une version américaine sortira dès le 18 novembre prochain. Pour une fois, la saga Lego revient sur console sans qu'un film LucasArts n'en soit le point de départ. En effet, après Lego Star Wars et Lego Indiana Jones, il aurait été difficile de faire un Lego THX 1138. Traveler's Tales a donc dû trouver une autre licence capable de s'adapter en briques de plastique. Et quoi de mieux qu'un homme musclé moulé dans une combinaison de cuir? C'est donc Batman et toute sa bande qui se retrouvent parodiés dans le monde du jeu de construction danois. Et concilier l'ambiance ultra sombre et gothique du Chevalier Noir à la fraîcheur et l'innocence d'un jeu de construction n'est pas une mince affaire, même si une gamme de jouets existe depuis peu. On sent bien que des choix ont dû être faits au niveau esthétique, surtout au niveau des super vilains, qui pour les plus impressionnants perdent de leur superbe, comme Gueule d'Argile ou encore Man-Bat. Leur carrure doit en effet se plier à l'échelle de notre héros, pour l'uniformité des petits bonhommes jaunes au sourire espiègle. Mais malgré tout ça, l'ambiance des décors est respectée et bien plus proche de la série animée ou des films de Burton que de la dernière série de films réalisés par Christopher Nolan. Le jeu reste quant à lui dans la pure tradition des titres estampillés Lego, avec quelques petites nouveautés comme le changement de costume pour Batman et Robin permettant de nouvelles façons de jouer. Sans trop innover ni surprendre, Lego Batman semble être un amusement de choix pour les fans du cosplayer le plus flippé de l'univers des comics. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur le jeu, la critique arrivera bientôt dans 101%. À présent, fermez les yeux. Non, 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 ne les ouvrez pas. Respirez profondément. Une forêt. Le ciel est bleu, le soleil brille, les oiseaux chantent. Au pied des arbres, des castors facétieux jouent à se poursuivre dans l'herbe. Dans la clairière, au bord du ruisseau, des grenouilles lancent leur koa-koa vers le soleil radieux. Un scarabée paraisse le long d'une feuille, puis s'élance, faisant résonner les murmures de la forêt de son vrombissement. Il vrombit, vrombit, vrombit de plus en plus fort, jusqu'à en devenir assourdissant. Le sol vibre, les oiseaux fuient apeurés, alors que les petits lapins, pétrifiés par la terreur, voient surgir... On ne saura jamais ce qu'ont vu les petits lapins. D'ailleurs, on n'a pas revu les petits lapins, juste quelques touffes de poils, noircis, roussis, aplatis. Oui, je sais, c'est horrible. Alors s'il vous plaît, faites que ça reste virtuel. Et sur 360, il n'y aura pas de petits lapins sur la piste, et pourtant, c'est du Disney. Nous parcourons le monde entier pour trouver des endroits comme ça. Beaux, accidentés, épiques.
ces paysages proposent des défis sans limite, comme seule Mère Nature peut en offrir. Ici, les meilleurs des meilleurs viennent s'affronter en participant au Pure World Tour. Depuis le succès début 2007 de MotorStorm sur PlayStation 3, les jeux de course off-road n'ont jamais été aussi nombreux. Rien qu'au cours de l'automne de cette année, on compte Badja, le deuxième volet de MotorStorm, ainsi que Pure. Et c'est d'ailleurs de ce dernier que l'on va parler aujourd'hui. Développé par BlackRock Studio pour Disney Interactive, Pure est une toute nouvelle licence qui a pourtant déjà eu l'occasion de faire parler d'elle. Au cours du dernier eCube, cette dernière a été ainsi élue meilleur jeu de course du salon. Une belle récompense au vu de la farouche concurrence qui régnait pour décrocher ce titre. Car les développeurs de BlackRock Studio, ex-Climax Racing, ont déjà eu l'occasion de montrer tout leur savoir-faire en la matière. Ils sont en effet spécialisés dans les jeux de course, avec à leur actif plusieurs épisodes de la série MotoGP de THQ ou encore de la série ATV Off-Road Fury. Autant d'éloges avant même sa sortie, il restait donc à savoir si Pure tenait réellement toutes ses promesses et si l'enthousiasme général autour du jeu allait pouvoir persister. Dans Pure, le joueur sera placé aux commandes d'un quad de compétition. Ce dernier n'a évidemment rien en commun avec le véhicule du dimanche dont se servent les voisins pour se balader à la campagne. Non, ces quads possèdent des moteurs surpuissants et sont capables d'atteindre des vitesses faramineuses. Du coup, à la moindre bosse, le véhicule s'envole et son pilote avec. Et c'est l'occasion pour ce dernier de réaliser des figures improbables. Improbable car l'objectif de Pure n'est pas de coller à la réalité, mais bien de proposer un jeu résolument arcade dans lequel le spectacle prime avant tout. Du coup, il fallait que les graphismes et l'animation soient à la hauteur des ambitions. Et c'est le cas. Les environnements sont très beaux, même s'ils sont peu nombreux. Les sensations de vitesse sont impressionnantes et les sauts vertigineux. Quant à la fluidité du jeu, elle semble ne jamais souffrir du rythme endiablé des courses. Pour démontrer tous ses talents de pilote, le joueur pourra prendre part à plusieurs types de courses. Il existe tout d'abord l'épreuve de vitesse toute simple. Au cours de celle-ci, il faudra faire face à 15 adversaires pendant 3 tours sur des circuits très accidentés. Le but, terminer premier, tout simplement. La deuxième épreuve, le sprint, propose aux joueurs, comme son nom l'indique, de parcourir 5 tours d'un circuit réduit en un minimum de temps. Ces courses, courtes et intenses, nécessitent moins d'endurance que d'habitude, mais sollicitent beaucoup plus la concentration du joueur. En effet, la moindre erreur se paie cash, car le joueur n'a jamais le temps de se refaire, notamment en cas de chute. Bien sûr, là aussi, une tripotée d'adversaires seront présents pour essayer de remporter la victoire. Enfin, le dernier type d'épreuve, c'est le freestyle. Pas de grande révolution là non plus. Il s'agit de faire le plus de points possible en effectuant un maximum de figures. Sur ces parcours, des tremplins ont été disséminés un peu partout, histoire de permettre aux joueurs de réaliser des sauts d'une amplitude phénoménale. Lors de l'épreuve de freestyle, la limite de temps est matérialisée par une jauge d'essence en bas à gauche de l'écran. Une fois celle-ci complètement vide, l'exercice se termine et les classements s'en trouvent figés. Mais attention, plus le joueur effectue de sauts et plus cette barre se vide lentement. Pour pimenter le tout, des bonus sont présents tout au long de l'épreuve. Ils permettent par exemple de doubler ses points lors du prochain saut ou encore de geler la jauge d'essence un court instant. Côté mode de jeu, Pure fait dans la sobriété. Un mode pour participer à n'importe quelle épreuve selon la volonté du joueur et un mode carrière baptisé Pure World Tour. Si ce dernier ne révolutionne pas le genre, il a le mérite de proposer une progression régulière des plus agréables. On gagne des courses, on augmente la puissance de son quad et on a le droit de participer à des épreuves plus difficiles. Bref, rien de bien révolutionnaire, mais ça marche. En fait, le mode carrière permet surtout aux joueurs de passer par le garage et de construire son propre quad. Pas moins de 23 paramètres sont ajustables, des roues à la carrosserie en passant par les amortisseurs. Il est donc possible et même conseillé d'ajuster son quad à sa manière de piloter. Des dizaines et des dizaines de pièces sont d'ailleurs débloquables au fur et à mesure du mode carrière. À l'image du reste du jeu, le gameplay est simple mais fonctionne très bien. Pour piloter son quad, on utilise ainsi une gâchette pour accélérer, l'autre pour freiner et le stick gauche pour diriger son quad.
Rien de bien compliqué, tout comme pour le système de saut. Pour faire une figure, il suffit en effet de combiner à une direction l'un des boutons dédiés à cet effet grâce au stick gauche. Attention toutefois, une jauge en bas à droite de l'écran est là pour indiquer le niveau des figures qu'il est possible de réaliser. Plus elle se remplit et plus il sera possible de réaliser des figures complexes. Les boutons que l'on peut utiliser s'affichent d'ailleurs par-dessus la jauge pour que le joueur sache exactement où il en est. Si au début on ne peut effectuer que des mouvements simples, à la fin il sera possible de déclencher l'une des figures spéciales de chaque personnage. Mais ces sauts ne sont pas uniquement esthétiques. La jauge qui se remplit symbolise en effet le boost disponible. Une simple pression sur le bouton correspondant et le quad sera alors propulsé à des vitesses improbables. Plusieurs stratégies sont donc possibles. On peut par exemple choisir d'utiliser le boost tout à la fin de l'épreuve, après avoir complètement rempli la jauge. Mais on pourra aussi s'en servir au fur et à mesure de la course, tout en sachant qu'après chaque utilisation, la jauge s'en trouvera affectée tout comme le niveau des sauts. Il faut aussi savoir que le boost peut servir à augmenter l'amplitude des sauts. Très utile lorsque l'on veut déclencher les mouvements spéciaux des personnages. Ces derniers nécessitent en effet un temps de suspension relativement important pour être effectués. Impossible d'ignorer cet aspect, puisqu'une simple chute fait perdre une bonne partie de la barre de boost. Pour éviter de tomber, outre le temps de suspension lors des sauts, il faudra aussi penser à bien redresser son véhicule avant l'atterrissage. Une bonne réception à la suite d'une figure permet en plus bien souvent de faire la différence face aux adversaires. Un point à ne pas négliger car ces derniers sont coriaces. Non pas parce qu'ils vous bousculent, mais parce qu'ils sont plutôt rapides. Le joueur a ainsi peu de marge d'erreur et il faut être prudent lors de chaque saut. D'autant plus que pour chaque chute, l'ordinateur ne met pas toujours le même temps pour remettre en selle votre pilote. Ce qui peut s'avérer frustrant lorsque la course est très serrée. Mais pour vaincre les autres pilotes, le joueur peut ainsi utiliser le tracé des circuits. Il existe souvent plusieurs embranchements différents lors d'une même course. Certains seront des raccourcis dotés de bosses salvatrices, tandis que d'autres s'avéreront être de vrais pièges. Pour une nouvelle licence, Pure frappe très fort d'entrée. Le jeu de BlackRock Studio a su répondre au cahier des charges inhérents à ce type de jeu. Doté d'une réalisation impeccable à tout point de vue, il impressionne notamment par l'impression de vitesse et de vertige lors des sauts. Le gameplay lui aussi est soigné. Il semble accessible à n'importe qui, mais comporte des subtilités que l'on mettra du temps à maîtriser. Enfin, pour les perfectionnistes, le garage leur laissera une grande liberté dans la création de leur quad, personnalisé en fonction de leur style de conduite. Si l'on voulait pinailler, on dirait que le nombre de circuits est trop juste et que le jeu ne propose pas de mode split screen ou ne bénéficie pas d'une durée de vie importante. 8-10 heures suffisent pour terminer la partie solo. Mais on n'a pas vraiment envie de pinailler tant l'ensemble est cohérent et bien pensé à tous les étages. Avec un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 16 joueurs, nul doute que de nombreux joueurs s'amuseront longtemps sur les parcours vallonnés de Pure. En tout cas, la concurrence est prévenue, la barre est placée haute. Et pour ceux qui me diront que c'est pas pour les enfants, je répondrai « Et la maman de Bambi? Tu t'en souviens de la maman de Bambi ?» Et nous retrouverons tout de suite la suite de 101% avec Oscillation, consacrée à l'orchestre majestueux de Grandia. Aujourd'hui, une émission spéciale d'entraînement pour vos oreilles. En effet, nous allons jouer à cache-cache avec un thème. Dans la musique, il existe un genre dénommé thème et variation. Comme son appellation l'indique, il s'agit d'un thème de base d'abord présenté en tant que tel, puis décliné de manière très diverse dans un certain nombre de séquences. Dans l'édition japonaise de SimCity,
sorti sur Super Nintendo en 1991, la compositrice Oka Soyo s'est servie de ce genre pour écrire les différentes musiques qui accompagnent le joueur durant toute l'évolution de sa ville. Écoutons tout d'abord le thème principal, comme il est exposé dans le stade village du jeu. Le voici donc, ce fameux thème, on l'entend très clairement et il est facile à retenir. Écoutons maintenant la première variation, où le thème reste encore assez clairement identifiable. Il s'agit du stade Petite Ville. Oka Soyo a écrit le thème dans le style de l'époque classique de la musique savante, un peu comme l'aurait peut-être écrit Mozart. Allez-vous aussi retrouver le thème dans la variation suivante ? Il est déjà beaucoup plus altéré, mais reste toujours identifiable. Vous remarquerez sans doute que les mélodies et les superpositions des voix se compliquent en même temps que la ville se développe. Attention, on arrive au stade de la capitale. Écoutez bien, car le thème ne vient pas tout de suite. Attention, le voici. Vous le reconnaissez ? Réécoutons brièvement le thème original. Et maintenant, à nouveau la variation de la capitale. Ça commence à se compliquer sérieusement, mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas encore au bout. Écoutons la variation du stade Métropolis. Comme vous pouvez l'entendre, les sonorités sont maintenant beaucoup plus électroniques et rythmées, afin de symboliser le progrès technologique de la ville. Mais on peut toujours percevoir notre thème, n'est-ce pas ? Voici enfin la variation du stade Mégalopolis. Il est toujours là notre thème, vous l'entendez ? On s'aperçoit aussi que la ville est maintenant très agitée et active. Et là, Oka Soyo nous a préparé une petite surprise. Écoutez bien. Comme il se doit dans le genre thème et variation, elle nous offre pour finir la version originale et claire de la mélodie et suit ainsi jusqu'au bout les règles de composition de ce genre.
Ok, bon, ça. Superman, c'est Clark Kent. Spider-Man, c'est Peter Parker. Batman, c'est Bruce Wayne. Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a Daredevil. Daredevil, c'est Matt Murdock. Et par contre, on peut se demander, mais qui donc est Kong? Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Ce n'est un secret pour personne, Mario est bien entendu la mascotte officielle de Nintendo. Et bien avant d'avoir son sobriquet italien, ce n'était pas lui qui tenait le haut de l'affiche. Oui, car en 1981, c'était Donkey Kong, son ennemi de l'époque, qui tenait la vedette. Donkey Kong a toujours été plus qu'un simple personnage de jeu vidéo. Il a été tout au long de sa carrière un phénomène de société au niveau mondial. Essayons de comprendre comment un gorille lanceur de tonneaux a pu devenir si célèbre. Donkey Kong est sorti en 1981 sur arcade pour le marché américain. C'était le premier jeu dirigé par Miyamoto Shigeru. Ce dernier avait été dépêché du Japon pour développer un jeu qui serait capable d'assurer le succès de Nintendo en Amérique. Ce fut aussi un des tout premiers jeux à avoir une trame historique. On voyait Donkey Kong monter à l'échelle avec Pauline dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une cinématique d'introduction. Même si cela peut paraître ultra simpliste aujourd'hui, ce n'était pas l'apanage des jeux en 1981. Pour la première fois, on incarnait Mario. Oui, car contrairement à ce qu'on a coutume de croire, c'est bien Mario qui est dans Donkey Kong. Du moins, dans la version américaine. C'est dans la version japonaise qu'il s'appelle Jumpman ou encore Mr. Video Game, tel qu'il apparaît dans la plupart des jeux de la firme. Et notre Mario, charpentier à l'époque, n'était pas exactement celui qu'on connaît aujourd'hui. En effet, selon le scénario du jeu, il maltraitait son pauvre gorille domestique et c'est pour cette raison que ce dernier s'est enfui avec sa fiancée. Sa tâche est donc de libérer la demoiselle en détresse en évitant les tonneaux que lui envoie le primate. Pour cela, il dispose d'une capacité de saut fantastique, mais aussi de maillets avec lesquels il peut détruire tonneaux et ennemis. Une fois arrivé tout en haut du niveau, croyant avoir délivré la belle, le singe s'enfuit avec cette dernière. Et en 1981, une cinématique de fin de niveau, ça ne courait pas les rues. Mais ce n'est pas tout. C'est de cette façon qu'on rejoignait le niveau suivant, et là aussi, ça peut vous paraître tout à fait banal, mais en 1981, il était très rare d'avoir des jeux à plusieurs niveaux. Et des niveaux qui s'enchaînent en suivant une trame historique, ça l'était encore plus. Il y a d'ailleurs 4 niveaux dans Donkey Kong, chacun correspondant à une hauteur de 25 mètres. Et une fois ces niveaux franchis, le joueur recommence au tout premier avec une difficulté plus élevée. Il faut bien comprendre que c'est Donkey Kong qui a permis à Nintendo de percer aux États-Unis. Et là-bas, comme dans le monde entier, c'était un véritable phénomène de société. Et le succès n'allait pas s'arrêter là. Donkey Kong allait se retrouver sur console de salon. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire maintenant, il n'est pas sorti immédiatement sur une console Nintendo, mais sur la ColecoVision. Et parallèlement à ça, Nintendo était en train d'envahir le monde avec un nouvel objet qui faisait fureur dans les cours de récré. Il s'agit du Game & Watch. Bien sûr, le plus beau succès de l'éditeur a été adapté sur cette machine. Et cette fois-ci, ce n'est plus ni Mario ni Jumpman le héros, mais c'est Stanley, le personnage récurrent des Game & Watch. Cette version à 2 écrans, très fidèle à l'arcade, a connu un succès énorme dans le monde entier et a une fois de plus assis la réputation de Donkey Kong. Bien entendu, un tel succès n'allait pas rester sans suite, et c'est donc 1 an plus tard que sortait le second volet de Donkey Kong, il s'agit de Donkey Kong Jr. Et cette fois-ci, c'est le fils de Donkey Kong qui en est le héros, et Mario le méchant. Une chose qui ne pourrait plus être possible à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs la seule fois où il tiendra ce rôle ingrat. Mario enfermait le gorille dans une cage, c'est à son rejeton de chercher la clé pour libérer son paternel. Ce jeu voit apparaître un système de lianes. Junior peut s'agripper à une liane, mais ira plus vite en tenant une dans chaque main. Une technique qu'il faudra maîtriser pour se défaire des vilains claptrap. Et c'est ensuite que sort Donkey Kong 3, où cette fois-ci il n'est ni question de Mario, ni de Donkey Kong Jr. C'est notre bon vieux Stanley qui en est le héros. Il doit vaporiser les fesses de Donkey Kong afin de l'éloigner des plantes. Le jeu ressemble d'ailleurs plus à une évolution de Greenhouse, un jeu Game & Watch, que d'un Donkey Kong. Nintendo a bien entendu profité de la notoriété des deux singes pour proposer des expériences vidéoludiques plutôt obscures, comme c'est le cas avec Donkey Kong Jr. Math. Il faut aider Junior à résoudre des problèmes de maths à la manière des chiffres et des lettres. On a un résultat et il faut faire toutes les actions qui mènent à ce résultat, c'est palpitant et on adore. Et c'est hélas le dernier Donkey Kong première époque à avoir vu le jour.
Bien entendu, vu la popularité de Donkey Kong, il était normal de retrouver des références et des clins d'œil dans bon nombre de jeux Nintendo. On commence avec Pinball, un jeu de flipper sur NES. Un des bonus rend hommage à Donkey Kong sans pour autant qu'il n'apparaisse. Lors d'une phase bonus, Mario tient une plateforme et doit faire ricocher la boule sur des blocs afin de libérer Pauline. Dans Tetris sur NES, dans le mode de jeu type B, lorsque l'on finit le 9e niveau, on voit apparaître des personnages de Nintendo. Donkey Kong en fait bien évidemment partie. Il ne faut pas non plus oublier Donkey Kong Jr. qui apparaît en tant que personnage jouable dans Super Mario Kart. C'est un retour remarquable qui assoit les protagonistes de Donkey Kong dans la saga des Mario, car dès lors, on retrouvera souvent la famille Kong dans les jeux axés party game. Plus récemment, on retrouve le Donkey Kong original sur Tetris DS, qui joue beaucoup sur le côté nostalgique, et il y a un mode poussé inspiré du jeu d'arcade de 1981. Et dans Super Smash Bros. Brawl, on retrouve même un stage qui rend hommage au Donkey Kong arcade. Ce stage s'appelle 75 mètres et se déroule de la même manière que dans le jeu classique, à la différence près qu'il n'y a personne à aller sauver. On retrouve également le maillet comme arme de prédilection de Mario dans Super Mario RPG, avec quelques petites allusions rigolotes sur le passé du plombier. Tout ça, ce sont des références de Nintendo à Nintendo, mais l'aura de Donkey Kong est tellement grande qu'on retrouve des références dans les jeux autres que ceux de la firme. C'est le cas dans le jeu des Simpsons sorti récemment. On trouve un singe géant qui enlève le professeur Frink et qui s'enfuit dans un tuyau vert. Au secours, un singe géant et son contact n'est pas des plus agréables. Connaissant l'amour qu'a le staff des Simpsons vis-à-vis de Donkey Kong, il ne peut s'agir que d'un clin d'œil. Donkey Kong apparaît même à plusieurs reprises dans la série animée des Simpsons et même dans Futurama. On retrouve même Donkey Kong dans Braid, un jeu indépendant sur Xbox Live. Au détour d'un niveau, on trouve un gorille qui jette des monstres sur des plateformes faisant étrangement penser au Donkey Kong original. Et Donkey Kong est un succès qui ne s'émousse pas avec le temps. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore des joueurs qui tentent de battre le record mondial de la version arcade. C'est d'ailleurs le sujet du film documentaire réalisé par Seth Gordon qui suit le parcours de deux super players américains. Il s'agit de The King of Kong, A Fistful of Quarters. On peut y apprendre les meilleures techniques de jeu et même voir un kill screen, chose extrêmement rare. Un film donc indispensable pour tous les amateurs de jeux vidéo. On aurait pu s'arrêter là et passer directement à la seconde partie consacrée à l'époque rare, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que 11 ans plus tard, M. Miyamoto avait décidé de donner une suite à la série par laquelle tout avait commencé. Il s'agit de Donkey Kong sorti sur Game Boy en 1994. Donkey Kong était l'ambassadeur tout désigné pour faire la promotion du Super Game Boy, un tout nouvel accessoire. En effet, Donkey Kong était le premier jeu à profiter du système de coloration de cette nouveauté. Ce jeu marque aussi l'arrivée des nouvelles capacités de Mario que l'on retrouve dans Super Mario 64. Le jeu commence directement comme l'épisode arcade avec 4 niveaux de 25 mètres. Mais après cette séquence souvenir, le jeu est axé puzzle. Il faudra toujours aller à la rescousse de Pauline, mais cette fois-ci, il ne faudra pas foncer tête baissée. C'est aussi ce Donkey Kong apparemment anodin qui inspirera un peu plus tard Mario vs Donkey Kong sur Game Boy Advance. Mario vs Donkey Kong. Il faudra une fois de plus aider Mario à obtenir une clé dans les niveaux pour poursuivre Donkey Kong. En revanche, ce sont des jouets Mario qu'il faudra libérer afin d'affronter le gorille. Le dernier jeu issu de la série originale est Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis. Cette fois-ci, il faut contrôler des petits jouets Mario. Un jeu un peu plus dans la veine de Lemmings que du Donkey Kong original, il n'en trahit pourtant pas l'esprit. Voici donc la fin de cette première partie consacrée au Donkey Kong original. Il s'agit de la période de 1981 à 1994. La prochaine émission sera consacrée au Donkey Kong de Rare qui a su ressusciter la légende pour le bonheur de tous. Et voilà, ce 101% se termine, on en sait un petit peu plus sur le gorille, mais saurons-nous jamais ce que cache le docteur Lacave? Au revoir, à bientôt.